Il est essentiel d'exporter vers les pays tiers pour la filière porcine française. Tout d'abord parce que nous ne vendons pas des cochons, mais nous vendons des pièces de porc vers notamment principalement l'Asie. Et certaines pièces du porc ne trouvent pas preneur auprès des consommateurs français. On parle des pieds de porc, mais c'est vrai également pour les oreilles, c'est vrai pour les têtes de porc, c'est vrai pour les os de porc. Et donc on a besoin effectivement d'exporter pour apporter de la valeur à cette carcasse de porc qui de fait revient au producteur et qui revient aussi, aux consommateurs. Ça nous permet d'avoir de la viande à prix abordable dans les rayons des magasins ou en restauration ou dans l'artisanat. L'exportation des produits porcins vers les pays tiers, parce qu'on parle bien des exportations vers les pays tiers, nécessite d'une part des agréments sanitaires. Et là, on a besoin des organismes comme la DGAL, la Direction Générale de l'Alimentation, accompagnée bien sûr par France Agrimer. Donc ça passe également aussi par des visites des pays sur nos sites pour effectivement agréer le site, pour faire en sorte qu'on puisse exporter. Et des fois, le processus est excessivement long, et notamment pour un des premiers pays vers lesquels on exporte, qui est la Chine. Mais après, quand on exporte vers les pays tiers, vous avez des problèmes liés aux monnaies. Si vous commercez en dollars, si vous commercez en yens, vous avez le risque économique des taux de change. Le troisième volet, c'est le volet politique. S'il y a des problèmes diplomatiques entre les pays, vous pouvez avoir soit des droits de douane ou soit des freins au commerce. Et puis bien sûr, le quatrième point, mais qui rejoint le premier, c'est le plan sanitaire. C'est un produit vivant, la viande, même si on peut la vendre congelée, néanmoins, il y a une DLU, une durée de vie optimale. Et donc, on a besoin effectivement d'exporter et surtout d'avoir du flux. Les freins, je dirais, sont à géométrie variable, puisqu'ils peuvent intervenir déjà de nos propres normes. On parle de surtransposition en Europe sur les normes européennes, qui vont aller jusqu'au cahier des charges de nos clients, qui sont plus ou moins restrictifs, et effectivement des taxes à l'importation qui peuvent être dissuasives, tout au moins pour rester compétitifs. Donc, a priori, un problème de compétitivité de l'offre française en termes de coûts de production par rapport à des pays qui produisent à des coûts moins élevés que les coûts français. Et deuxièmement, par une compétition à l'international qui se joue, et malheureusement se joue sur ce qu'on appelle des barrières tarifaires en termes de droit à l'importation. Le fait donc d'avoir une interprofession soudée en termes d'offres des productions françaises nous permet d'avoir une lecture directe, j'allais dire, de la production à la distribution, comme on le dit de manière vulgarisée, de la fourche à la fourchette. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une intégration qui permet de préserver la production française et d'utiliser tous les leviers qui sont à notre disposition pour être compétitif à l'international et promouvoir l'offre française qui, de par le monde, a une excellente réputation. La filière des vins et spiritueux, c'est à peu près 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et sur ces 32 milliards, l'export, ça représente la moitié. C'est la moitié du chiffre d'affaires, mais c'est seulement un tiers des volumes. Donc c'est dire que ce sont des volumes qui créent de la valeur, de la marge, et qui viennent derrière irriguer l'ensemble de la filière. Sans l'export, la filière ne vit pas. Le premier obstacle que l'on rencontre quand on va à l'export, ce sont les droits de douane. Alors, des pays qui ont des droits de douane élevés et qui forment une barrière extrêmement dure à franchir, on a de plus en plus des droits de douane qui reflètent les tensions géopolitiques. Depuis 10 ans, l'Union européenne a eu 6 conflits avec des pays avec lesquels elle n'a pas d'accords commerciaux, et à chaque fois, les vins et spiritueux se sont retrouvés pris dans cet échange de feux croisés, si j'ose dire. On affronte une deuxième série de barrières qui sont les barrières non tarifaires. L'exemple type chez nous, c'est
l'étiquetage. Donc on a des étiquetages spécifiques à faire pour un certain nombre de pays, qui sont des contraintes lourdes, surtout si les volumes vendus sont pas très importants. Et puis on a un certain nombre de pays qui s'ingénient à ajouter des contraintes. Donc nous poussons, notamment l'État français, à être très actif dans les instances de standardisation internationale. Il faut quand même garder en tête que, à l'échelle internationale, 4 bouteilles de vin sur 10 franchissent une frontière avant d'être consommées. Et donc tout ce qui peut contribuer à simplifier la circulation, notamment par les normes, est extrêmement important. Et d'avoir des instances normatives internationales, c'est vraiment primordial, à condition qu'on fasse le choix de peser sur l'activité de ces organisations.